On dit qu'un parent ne cesse jamais de s'inquiéter pour ses enfants, quel que soit leur âge. Mais que se passe-t-il lorsque vous découvrez que l'enfant que vous avez élevé, le fils dont vous êtes si fier, vit un mensonge si monstrueux qu'il vous glace le sang? J'ai 71 ans, et il y a 3 nuits, j'ai vu quelque chose dans la cave de mon fils qui a changé tout ce que je croyais savoir sur lui. Maintenant, je suis assis dans un commissariat de police, ma petite fille dort dans mes bras, et je m'apprête à vous raconter une histoire qui ne me semble toujours pas réelle. Bonjour, chers auditeurs. Merci infiniment de nous rejoindre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Conseils de Papy. Cliquez sur le bouton j'aime et dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous nous regardez. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Voici mon histoire, et je tremble encore en la racontant. Je m'appelle Robert Mercier. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, dans ce cauchemar, je dois vous ramener au début, il y a 6 mois, lorsque mon monde a commencé à s'effondrer. Je vivais dans un petit appartement de 3 pièces dans le 13e arrondissement de Paris. Le même appartement où j'avais élevé mon fils, David, 40 ans plus tôt. Le même appartement où chaque coin recelait un souvenir de ma défunte épouse, Elisabeth. Elisabeth et moi avions passé 48 ans ensemble. 48 ans de café le matin à la table de la cuisine, de disputes sur à qui le tour de sortir les poubelles, de soirées tranquilles à lire côte à côte sur le canapé. Quand vous passez autant de temps avec quelqu'un, cette personne devient partie intégrante de votre ADN. Vous ne la perdez pas seulement quand elle meurt, vous perdez une partie de vous-même. Le cancer l'a emportée rapidement, trop rapidement. En janvier, elle s'était plainte d'une toux qui ne passait pas. En mars, nous étions assis dans le cabinet d'un oncologue, entendant les mots « stade 4 » et « des mois, pas des années ». Elle est morte un mardi pluvieux d'avril, tenant ma main, me disant qu'elle m'aimait une dernière fois. J'ai continué à tenir sa main même après qu'elle soit devenue froide, incapable d'accepter que la femme qui avait été tout mon univers avait simplement disparu. Après les funérailles, après que les plats préparés par les voisins aient cessé d'arriver, après que les cartes de condoléances se soient empilées sur le comptoir de la cuisine, je me suis retrouvé seul dans cet appartement avec rien d'autre que le silence et les souvenirs. Je me réveillais la nuit en tendant la main vers elle, oubliant pendant ces premières secondes qu'elle n'était plus là. L'oubli était une miséricorde, le souvenir était une agonie. J'ai essayé de maintenir une sorte de routine. J'avais travaillé comme infirmier psychiatrique à l'hôpital Sainte-Anne pendant 35 ans avant de prendre ma retraite. Le travail avait été dur, souvent déchirant, mais il me donnait un but. Il m'avait appris à rester calme en cas de crise, à lire les gens, à faire confiance à mes instincts concernant le comportement humain. Ces compétences m'avaient bien servi tout au long de ma vie. Mais maintenant, à la retraite, avec Elisabeth partie, je n'avais plus rien pour m'ancrer. Les jours se confondaient. J'avais arrêté de me raser, arrêté de préparer de vrais repas. Je mangeais des céréales debout devant l'évier, regardant par la fenêtre le petit balcon où les géraniums d'Elisabeth commençaient à se faner par négligence. L'appartement semblait mourir en même temps que ma volonté de vivre. J'existais simplement, passant par les gestes, attendant quelque chose que je ne pouvais pas nommer. C'est alors que David a appelé. C'était un dimanche matin fin septembre. J'étais assis à la table de la cuisine avec un café froid et le journal de la veille quand mon téléphone a sonné. « Papa !» Sa voix était chaleureuse, préoccupé de cette manière professionnelle qu'il avait perfectionnée en tant que psychiatre. « Comment vas-tu » La question semblait chargée. Nous savions tous les deux comment j'allais. Terriblement mal. Je me débrouille. Ai-je menti? Il y a eu une pause. Puis il a dit les mots qui allaient tout changer. « Papa, j'en ai parlé avec Jennifer. Nous pensons que tu devrais venir vivre avec nous. Tu ne devrais pas être seul dans cet appartement. Ce n'est pas sain. Nous avons beaucoup de place. Et franchement, nous aurions vraiment besoin de ton aide avec Sophie. Tu sais à quel point nos emplois du temps sont chargés. » Sophie, ma petite fille, 8 ans, avec les yeux verts d'Elisabeth et des boucles rousses sauvages.
La pensée d'être près d'elle, d'avoir à nouveau un but, d'échapper au silence hanté de mon appartement, était comme de l'oxygène pour un homme qui se noie. Je n'ai même pas hésité. Quand puis-je emménager? David a ri, soulagé. Que dirais-tu de ce week-end? Je viendrai te chercher samedi matin. Nous en ferons une journée. Ce sera bien, papa, tu verras. Ce sera vraiment bien pour nous tous. J'ai passé la semaine à emballer ma vie dans des cartons, vêtements, livres, quelques photographies. La plupart des affaires d'Elisabeth, je les ai laissées intactes. Je ne pouvais pas supporter de les trier pour le moment. Je me disais que je reviendrais m'en occuper plus tard, même si une partie de moi savait que je ne faisais que repousser le chagrin inévitable. L'appartement avait été notre sanctuaire. Maintenant, il ressemblait à un tombeau. Samedi matin est arrivé, froid et gris. Octobre typique à Paris. David s'est garé dans sa Mercedes SUV noire à exactement 9 heures. Il a toujours été ponctuel, mon fils. Même enfant, il avait ce sens rigide de l'ordre et du temps. Je pensais que cela lui servirait bien dans la vie. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Il m'a aidé à charger mes cartons à l'arrière du SUV. Il avait l'air bien, mon David. Grand comme moi, mais avec les traits délicats d'Elisabeth. À 42 ans, il était dans la fleur de l'âge. Psychiatre à succès avec un cabinet privé dans le 8e arrondissement. Belle femme, belle fille, belle maison à Neuilly-sur-Seine. Le rêve français incarné dans une Mercedes SUV. Nous avons roulé vers l'ouest en sortant de Paris, parlant de la circulation et du temps. David m'a parlé de son cabinet, comment il se développait, comment il venait de prendre 3 nouveaux patients. Tous des cas de haut niveau, a-t-il dit avec fierté. Des PDG, des célébrités, des gens qui ont besoin d'une discrétion totale. C'est ma spécialité maintenant, papa. Traiter les personnes qui ne peuvent pas risquer que leurs problèmes de santé mentale deviennent publics. J'aurais dû entendre l'avertissement dans ces mots. Discrétion, vie privée, secret. Mais je n'étais qu'un père en deuil, fier de son fils à succès. Reconnaissant d'avoir une chance de me sentir à nouveau utile, j'ai souri et dit « C'est merveilleux, David. Ta mère serait si fière. » Ses mains se sont resserrées sur le volant. « Oui, » a-t-il dit doucement. « Elle le serait. » Nous avons roulé en silence pendant un moment après cela. La maison est apparue soudainement, s'élevant du paysage de banlieue comme quelque chose tiré d'un film de science-fiction. Architecture ultra-moderne, tout en angle vif et en immenses baies vitrées. Elle avait l'air chère et froide, comme un musée ou un établissement médical. « C'est ici », dit David en s'engageant dans l'allée circulaire, « notre petit chez nous. » Je l'ai fixé, essayant de trouver quelque chose de chaleureux ou d'accueillant. Tout était précis, calculé, stérile. Même l'aménagement paysager semblait avoir été conçu par un ordinateur. Des lignes parfaitement droites de haies, pas une feuille déplacée. Aucune personnalité, aucune âme. La porte d'entrée s'est ouverte et Jennifer est apparue. Ma belle-fille, grande, blonde, incroyablement mince dans un jean de créateur et un pull en cachemire blanc. Elle ressemblait à une mannequin sortie d'un catalogue de vie de banlieue aisée. « Robert », dit-elle en marchant vers nous dans des bottines à talons. Son sourire était pratiqué, professionnel. « C'est merveilleux de t'avoir avec nous. » Elle m'a fait la bise sur les 2 joues, son parfum écrasant et coûteux. « Où est Sophie ?» ai-je demandé, regardant au-delà d'elle dans la maison. « À l'étage, en train de finir ses devoirs, » dit Jennifer en vérifiant sa montre. « Elle a son cours de piano à 11 heures, puis un goûter chez une amie à 14 heures. Emploi du temps très chargé aujourd'hui. » Elle a regardé David. « Tu peux montrer sa chambre à ton père? J'ai une visioconférence dans 10 minutes. »« Bien sûr, » dit David. « Viens, papa, je vais te faire visiter. » L'intérieur de la maison correspondait à l'extérieur. Froid, moderne, minimaliste, murs blancs, parquet en bois pâle, meubles qui ressemblaient à des installations artistiques plutôt qu'à des endroits où s'asseoir réellement. Tout était parfaitement arrangé, parfaitement propre. On n'avait pas l'impression qu'une famille vivait ici. Cela ressemblait à une salle d'exposition. David m'a conduit à travers l'immense espace de vie à air ouverte, devant la cuisine de chef, avec ses comptoirs en marbre, et ses appareils de qualité professionnelle, le long d'un couloir, jusqu'à une petite chambre près de l'arrière de la maison. « C'est pour toi, »
dit-il en ouvrant la porte. Ce n'est pas immense, mais il y a ta propre salle de bain et une belle vue sur le jardin. La chambre était correcte, basique. Un lit, une commode, une table de nuit, une fenêtre donnant sur la pelouse méticuleusement entretenue. Cela ressemblait à une chambre d'hôtel, temporaire, impersonnelle. C'est parfait, ai-je menti. Merci, mon fils. Il a posé sa main sur mon épaule. Je suis content que tu sois là, papa. Vraiment, ça va être bien pour nous tous. Il y avait quelque chose dans sa voix, une tension que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Mais avant que je puisse demander, la voix de Sophie a retenti quelque part dans la maison. « Papy! Papy! Où es-tu » Elle est venue en courant dans le couloir, un tourbillon de boucles rousses et d'énergie sans limite. Elle s'est jetée contre moi avec une étreinte qui a failli me renverser. « Tu m'as tellement manqué » dit-elle contre ma poitrine. « Tu vas vraiment habiter ici maintenant ?»« Vraiment, et pour de bon. » Je l'ai serrée dans mes bras, sentant l'émotion monter dans ma gorge. « Vraiment, et pour de bon, ai-je promis. » Et soudain, malgré la maison froide et l'atmosphère étrange, j'ai senti que peut-être ce serait bien. Peut-être que je pourrais trouver un but ici, en m'occupant de cette belle enfant qui avait clairement besoin d'amour et d'attention. Les premières semaines se sont installées dans une routine. Je me réveillais à 6 heures du matin, vieilles habitudes d'infirmier impossibles à briser après des décennies de garde matinale. La maison serait silencieuse, sombre, froide. Je me dirigeais vers la cuisine et préparais du café assis au massif îlot de marbre, regardant le soleil se lever sur la pelouse parfaitement entretenue. Vers 7 heures, Jennifer apparaissait, déjà habillée pour la bataille dans l'un de ses tailleurs. Elle travaillait comme avocate d'affaires pour un grand cabinet de la défense spécialisé dans les fusions-acquisitions. Elle était importante, prospère, et voulait que tout le monde le sache. Elle se versait du café dans une tasse de voyage, reconnaissant à peine ma présence au-delà d'un bonjour sec. Puis elle disparaissait dans son bureau à domicile pendant 1 heure d'appels et d'emails avant de partir pour la défense. David descendait vers 7h30, également habillé pour le travail dans des costumes coûteux qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en 1 mois. Il engloutissait le petit déjeuner que je préparais, vérifiant toujours son téléphone, toujours stressé. Son cabinet était exigeant, expliquait-il. Les patients fortunés s'attendaient à un accès immédiat. Il ne pouvait pas éteindre son téléphone, ne pouvait pas vraiment se détendre. La pression était immense. À 8h30, ils étaient tous les deux partis. Et la maison était à moi et à Sophie. Je la réveillais à 8h45, l'aidais à s'habiller et à manger, la conduisais à l'école dans la voiture de rechange qu'ils avaient désignée pour mon usage. Puis j'avais la journée pour moi jusqu'à 15h pour aller la chercher. Ces heures seules dans cette maison étaient troublantes. Elle était trop grande, trop vide, trop silencieuse. J'essayais de remplir le temps avec le ménage, la lecture, regarder la télévision, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. La maison semblait fausse, elle semblait cacher quelque chose. Il y avait la porte de la cave, par exemple. Acier épais, complètement déplacé dans cette maison moderne. Elle était située près du salon principal, cachée derrière un mur, donc on ne la remarquait pas à moins de la chercher. Et elle était toujours verrouillée. Un verrou sérieux qui ressemblait à celui d'un coffre-fort de banque. J'ai interrogé David à ce sujet un matin, de manière désinvolte. « Qu'est-ce qu'il y a dans la cave ?»« Du stockage ?» dit-il sans lever les yeux de son téléphone. « Vieux meubles, décorations de Noël, quelques dossiers de Jennifer. Rien d'intéressant. » Sa voix était trop désinvolte, trop répétée. « Pourquoi tu demandes ?»« Simple curiosité, ai-je dit. Ça semble être une serrure assez sérieuse pour du stockage. » Jennifer est particulière concernant l'organisation, dit-il. Elle n'aime pas que les gens dérangent son système. Elle a la seule clé. C'était une explication raisonnable, mais quelque chose semblait faux. Pourquoi le stockage aurait-il besoin d'une telle sécurité? Et pourquoi semblait-il mal à l'aise d'en discuter? J'ai classé les questions au fond de mon esprit, me disant que j'étais paranoïaque. Le chagrin fait des choses étranges à votre pensée.
Peut-être que je cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais ensuite, il y avait les nuits. Chaque nuit, sans exception, je les entendais. La routine ne variait jamais. Minuit exactement. Je serais couché, généralement encore éveillé, fixant le plafond, puis je l'entendrais. La porte de la chambre à l'étage s'ouvrir. 2 paires de pas descendant les escaliers, se déplaçant dans la maison avec un silence pratiqué. Ils s'arrêtaient à la porte de la cave. J'entendais le clic métallique de la serrure qui tournait, le grincement des gonds lourds s'ouvrant, puis rien, le silence. Juste le bourdonnement faible de ce qui ressemblait à de la ventilation ou de la climatisation venant d'en bas. À exactement 3 heures du matin, la porte s'ouvrait à nouveau. Ils émergeaient, montaient des escaliers, retournaient dans leur chambre. Je regardais parfois par ma porte, attrapant des aperçus d'eux dans le couloir. Ils avaient toujours l'air épuisés, vidés. Le visage de Jennifer serait pâle, tiré. David bougerait comme un homme en transe. Les premières nuits, j'ai essayé de l'ignorer. Peut-être qu'ils avaient des insomnies. Peut-être qu'ils travaillaient sur un projet. Mais chaque nuit, pendant 3 heures, exactement à la même heure, ça n'avait aucun sens. J'ai réessayé de demander « David, est-ce que tout va bien ?» Jennifer et toi semblez épuisés. « Qu'est-ce que vous faites la nuit ?» Il m'a regardé avec surprise. « Tu nous entends ? Je suis désolé, papa, nous essayons d'être silencieux. » Jennifer a entrepris de rénover la cave, la transformer en salle de sport à domicile. Elle aime travailler la nuit quand elle a de l'énergie après le stress au travail. C'est sa façon de décompresser. Une salle de sport à minuit pendant 3 heures chaque nuit. C'était absurde. Mais que pouvais-je dire ? Que je ne le croyais pas, que je pensais qu'il mentait. C'était mon fils, je voulais lui faire confiance. Alors j'ai hoché la tête et j'ai laissé tomber. Même si chaque instinct que j'avais développé au cours de 35 ans de soins infirmiers psychiatriques criait que quelque chose n'allait vraiment pas. Sophie est devenue mon ancre dans cette maison étrange. Chaque après-midi à 15 heures, j'attendais dans la file de ramassage à son école, la regardant émerger avec son cartable qui rebondissait sur ses épaules. Elle repérait ma voiture et son visage s'illuminait. Ces quelques heures entre l'école et le retour de ses parents étaient le seul moment où la maison semblait vivante. Nous faisions les devoirs à la table de la cuisine, ses petites jambes se balançant de la chaise pendant qu'elle pratiquait les tables de multiplication. Je l'aidais avec la lecture, m'émerveillant de son intelligence, de sa curiosité. Elle me rappelait tellement Élisabeth à cet âge. Cette même étincelle d'intelligence, cette même joie d'apprendre de nouvelles choses. Ensuite, nous faisions des gâteaux ou préparions des goûters élaborés. Nous jouions à des jeux de société ou colorions des images. Elle me parlait de sa journée, de ses amis, du drame de la vie en CE2. Et j'écoutais vraiment d'une manière dont je soupçonnais que ses parents ne le faisaient jamais. Mais même avec Sophie, j'ai remarqué des choses qui me troublaient. Elle était trop calme, trop bien élevée. Les enfants devraient être désordonnés, chaotiques, pleins d'énergie spontanée. Sophie se déplaçait dans la maison comme si elle avait peur de déranger quoi que ce soit. Elle ne laissait jamais de jouets dehors, ne faisait jamais de désordre. Elle s'excusait pour les plus petites choses, comme renverser quelques gouttes d'eau ou rire trop fort. Un après-midi, pendant que nous faisions des cookies au chocolat, elle m'a posé une question qui m'a brisé le cœur. « Papy, est-ce que tu penses que maman et papa m'aiment ?» Je me suis arrêté net, regardant son petit visage sérieux. « Bien sûr qu'ils t'aiment, ma chérie. »« Pourquoi tu demandes ça ?» Elle a haussé les épaules, ne me regardant pas dans les yeux. « Ils sont toujours occupés. Ils ne jouent jamais avec moi. Maman se fâche quand je fais du bruit. Papa est toujours sur son téléphone. Parfois, je pense qu'ils auraient préféré que je ne sois pas là. » Je me suis agenouillé à son niveau, prenant ses petites mains dans les miennes. « Écoute-moi, Sophie, tes parents t'aiment beaucoup, ils sont juste très occupés avec le travail. Ça ne veut pas dire qu'ils ne tiennent pas à toi. Les adultes oublient parfois de montrer l'amour de la bonne manière. Mais je te promets, tu es aimé. » Elle m'a serré dans ses bras, alors,
et j'ai senti son petit corps trembler. « Je t'aime, papy. Je suis contente que tu sois là. »« Moi aussi, ma puce, » ai-je chuchoté. « Je suis tellement content aussi. » Cette conversation m'a hanté pendant des jours. Quel genre de foyer David avait-il créé ici? Quel genre de parents était-il, lui et Jennifer? J'avais élevé David pour qu'il soit gentil, compatissant, attentionné. Où cette personne était-elle partie? Les dîners dans cette maison étaient des affaires inconfortables. Jennifer restait généralement tard au bureau, ne rentrant qu'à 20 ou 21 heures. David arrivait vers 19 heures, disparaissant immédiatement dans son bureau à domicile pour des appels et de la paperasse. Je nourrissais Sophie, lui donnais son bain, lui lisais des histoires avant de dormir. Au moment où ses parents passaient réellement du temps avec elle, elle était à moitié endormie. Les quelques dîners de famille que nous avions étaient guindés et froids. Jennifer s'asseyait en bout de table, vérifiant constamment son téléphone. David faisait une conversation maladroite sur la journée de Sophie, clairement mal à l'aise, avec la banalité de discuter des devoirs et de la politique de la cour de récréation. Sophie restait assise tranquillement, poussant la nourriture dans son assiette, sentant la tension. J'essayais de combler les silences. Je racontais des histoires de mes jours d'infirmier, de David enfant, d'Elisabeth. Mais mes histoires se terminaient en pauses gênantes. Jennifer faisait des bruits d'écoute polie sans vraiment écouter. David souriait au bon moment, mais son esprit était clairement ailleurs. « Sur quoi travailles-tu ces jours-ci, David ?» ai-je demandé un soir, essayant de l'attirer dans la conversation. « Mon cabinet. » Il a semblé mal à l'aise. « Les cas habituels, dépression, anxiété, quelques cas d'addiction. » Il a jeté un coup d'œil à Jennifer. Quelque chose passant entre eux. Je me suis concentré sur les patients à long terme récemment, les personnes qui ont besoin d'un traitement intensif continu. « C'est merveilleux que tu aides les gens, » ai-je dit. « Est-ce que tu ramènes parfois du travail à la maison? C'est ce sur quoi tu travailles tard le soir. » La question était innocente, mais je les ai vus tous les deux se tendre. La fourchette de David s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Les yeux de Jennifer ont cligné vers lui, avec ce qui ressemblait à un avertissement. « Je ne ramène pas de dossier de patient à la maison, » dit David prudemment. « Confidentialité et tout ça. Ce que Jennifer et moi faisons la nuit, ce sont juste des trucs de maison, des choses administratives ennuyeuses. Rien d'important. » Le mensonge flottait dans l'air entre nous. C'était si évident, si flagrant que j'ai failli le confronter sur le champ. Mais Sophie était assise là, nous regardant avec ses yeux verts, perspicaces. Alors j'ai hoché la tête et j'ai changé de sujet. Mais cette nuit-là, après que tout le monde soit endormi, je suis resté allongé dans mon lit à penser à cet échange. Au regard entre David et Jennifer, à la façon dont ils s'étaient tous deux tendus à ma question innocente, à la lourde serrure sur la porte de la cave et aux disparitions nocturnes de 3 heures, aux patients qui avaient besoin d'un traitement intensif continu. Un soupçon se formait dans mon esprit, un si horrible que je ne voulais pas y croire. Mais je ne pouvais pas m'en débarrasser. J'avais travaillé en psychiatrie pendant des décennies. Je savais à quoi ressemblait l'abus de patients. Je savais à quel point il était facile pour les personnes en position de pouvoir d'exploiter des individus vulnérables. David pouvait-il faire quelque chose de non éthique avec ses patients? Était-ce ce qui se passait dans la cave? Cette pensée était du poison, elle contaminait tout. J'ai commencé à les observer plus attentivement, cherchant des signes. David rentrait certains jours avec des sacs de shopping coûteux. Jennifer conduisait une toute nouvelle BMW. Il venait de rénover toute la maison. D'où venait tout cet argent? David avait un cabinet prospère, c'est sûr, et Jennifer gagnait bien sa vie en tant qu'avocate. Mais ce niveau de richesse semblait excessif. J'ai commencé à prêter attention à leurs conversations, aux fragments que j'entendais quand ils ne savaient pas que j'écoutais. Un matin, j'étais dans ma chambre avec la porte légèrement ouverte. J'ai entendu Jennifer et David dans le couloir parler à voix basse et urgente. « Le paiement des Peterson est encore en retard, » dit Jennifer. « Tu dois appeler la famille. Dis-leur que s'ils ne peuvent pas suivre les frais mensuels, nous devrons le transférer dans un établissement public. » Sa voix était froide, professionnelle. « Je m'en occupe.
répondit David. Il est stable. Aucun problème. Ils paieront. Ils paient toujours une fois que je leur rappelle à quoi ressemble l'alternative. Qu'est-ce que cela signifiait? Le transférer où? Des frais mensuels, pourquoi? Je me sentais malade. 2 mois se sont écoulés dans ce purgatoire étrange. Je m'occupais de Sophie, nettoyais la maison, préparais les repas. J'étais utile, mais invisible. Un domestique sans salaire. Et chaque nuit, comme une horloge, minuit arrivait et il descendait dans cette cave pendant 3 heures. J'ai commencé à faire des cauchemars. Dans mes rêves, j'ouvrais cette porte de cave et je trouvais Elisabeth là-bas, m'appelant, me demandant pourquoi je l'avais abandonnée. Je me réveillais en sueur froide, le cœur battant, le cauchemar semblant plus réel que la chambre sombre autour de moi. La maison semblait malade, elle semblait maléfique. Puis est venue la nuit où tout a changé. C'était un jeudi, banal à tous égards, sauf que je ne pouvais pas dormir. L'insomnie qui m'avait tourmenté depuis la mort d'Elisabeth était de retour avec vengeance. J'avais tout essayé, lait chaud, lecture, techniques de méditation que j'avais apprises au fil des ans. Rien ne fonctionnait, mon esprit ne voulait pas se calmer. À 23h45, j'ai entendu les sons familiers, la porte de la chambre s'ouvrant à l'étage, 2 paires de pas descendant. Je suis resté dans mon lit à les écouter se déplacer dans la maison. Quelque chose en moi a craqué. Peut-être était-ce l'épuisement, peut-être la frustration d'être trompé, peut-être ma formation psychiatrique me disant que je devais faire confiance à mes instincts. Quoi que ce soit, je me suis retrouvé à sortir du lit, à enfiler ma robe de chambre, à me diriger vers la porte de ma chambre. Je l'ai ouverte lentement, juste une fissure. Le couloir était sombre, sauf une veilleuse près du salon. J'ai vu leur silhouette à la porte de la cave. Jennifer avec sa clé, David debout juste derrière elle. La serrure a cliqué, la porte s'est ouverte. Ils ont disparu à l'intérieur, la porte se refermant derrière eux avec un bruit sourd et lourd. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'ils pourraient l'entendre à travers les murs. J'ai attendu quelques minutes, m'assurant qu'ils étaient bien en bas. Puis je me suis déplacé lentement, prudemment. Des décennies à marcher dans les couloirs d'hôpitaux la nuit, rendant mes pas silencieux. J'ai atteint la porte de la cave et j'ai pressé mon oreille contre l'acier froid. Au début, rien. Juste ce bourdonnement bas, peut-être de la ventilation. Puis, faiblement, j'ai entendu des voix. Pas seulement David et Jennifer. Plusieurs voix. Confuses, faibles. Des voix posant des questions. Où suis-je? Quelle heure est-il? Je ne comprends pas. Mon sang s'est glacé. Il y avait des gens là-dessous, plusieurs personnes, et ils avaient l'air confus, désorientés, drogués. Je me suis agenouillé, mes vieux genoux protestants. La porte était moderne, mais installée dans un cadre plus ancien, et il y avait un espace en bas, peut-être 5 centimètres d'espace. Je me suis allongé à plat sur le sol froid et j'ai pressé mon visage contre cet espace, essayant de voir à travers la fine tranche de lumière venant d'en bas. Ce que j'ai vu dans cette vue étroite a arrêté mon cœur. Des lits d'hôpital, 4 que je pouvais voir, alignés contre un mur, équipement médical, support de perfusion avec des sacs de liquide clair qui gouttaient à travers des tubes, moniteur cardiaque bipant doucement. Et dans ces lits, des gens, de jeunes gens, peut-être dans la vingtaine ou la trentaine. Ils étaient allongés là, bougeant légèrement, la tête tournant, mais clairement sous sédatif, fortement sous sédatif. David se tenait à côté d'un des lits, ajustant une ligne de perfusion. Il portait une blouse médicale comme s'il était dans un hôpital. Jennifer se tenait à proximité avec un presse-papier, prenant des notes. Il se déplaçait avec une efficacité pratiquée, comme du personnel médical en tournée. Mais ce n'était pas un hôpital, c'était la cave de mon fils. Et ces personnes n'étaient pas des patients recevant des soins, c'étaient des prisonniers. J'ai regardé, incapable de détourner les yeux, même si chaque cellule de mon corps criait de fuir. David s'est déplacé vers le 2e lit, où une jeune femme aux cheveux bruns était allongée immobile. Ses yeux étaient à moitié ouverts, sans concentration. Il a vérifié son pouls, a hoché la tête vers Jennifer, a ajusté quelque chose sur sa pompe de perfusion. J'ai pressé mon oreille contre la porte,
tendant l'oreille pour entendre leur conversation. « Le paiement Lawson a été crédité hier, » disait Jennifer. 50 000 € pour ce mois-ci. La famille est satisfaite de ses rapports de progrès. Ils pensent qu'il est dans cet établissement en Suisse. Ils n'ont pas demandé à le voir depuis 6 mois. La voix de David. Bien, continuons comme ça. Dis-leur qu'il progresse, mais qu'il a encore besoin d'isolement. Plus longtemps nous les gardons en train d'y croire, mieux c'est. Et la fille Morrison, ses parents demandaient des appels vidéo. Trop risqué, répondit Jennifer. Je leur ai dit que son état s'était détérioré, qu'elle est non-verbale maintenant, et que la voir serait trop traumatisant. Ils ont accepté. Ils le font toujours. Ils veulent croire que nous les aidons. Les mots se sont abattus sur moi comme de l'eau glacée. Paiement, faux rapport de progrès, famille trompée. Ce n'était pas des soins aux patients. C'était de la fraude, de l'enlèvement. C'était monstrueux. Je me suis retiré de la porte, mon esprit en déroute. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de personnes étaient là-dessous? Où étaient leurs familles? Quelqu'un savait-il qu'ils étaient là? J'ai rampé en arrière, incapable de me lever, mon corps tremblant. J'ai réussi à atteindre ma chambre d'une manière ou d'une autre, j'ai fermé la porte. Je me suis assis sur mon lit dans l'obscurité. Mon fils, mon David, le garçon que j'avais élevé, l'homme dont j'avais été si fier. Il gardait des gens prisonniers, les droguait, volait leur famille. La trahison était physique. J'avais l'impression que ma poitrine était écrasée. Je ne pouvais pas respirer correctement, ne pouvais pas penser clairement. Cela ne pouvait pas être réel, ce devait être un cauchemar, mais je savais que ce n'était pas le cas. J'avais travaillé en psychiatrie trop longtemps. Je savais ce que j'avais vu. Je savais ce que cela signifiait. Des questions se sont précipitées dans mon esprit. Comment cela avait-il commencé? Ces personnes étaient-elles réellement malades mentales ou étaient-elles droguées pour les rendre impuissantes? Qu'arrivait-il à l'argent que leur famille payait? Et la pire question, celle qui me retournait l'estomac. Est-ce que quelque chose de tout cela pouvait être ma faute? Avais-je échoué en tant que père d'une manière ou d'une autre, créé un monstre sans m'en rendre compte? Je pensais au David que j'avais élevé, le petit garçon qui avait pleuré quand son poisson rouge était mort, l'adolescent qui faisait du bénévolat dans les centres pour sans-abri chaque week-end, le jeune homme qui m'avait dit qu'il voulait être psychiatre pour aider les gens qui ne pouvaient pas s'aider eux-mêmes. Quand cette personne avait-elle disparu? Quand était-il devenu ceci? Je suis resté dans l'obscurité jusqu'à l'aube, incapable de bouger, incapable de traiter ce que j'avais appris. À 3 heures du matin, je les ai entendus remonter, entendu leurs pas gravir les escaliers, retourner dans leur chambre. La maison est redevenue silencieuse, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'y avait pas de gens drogués et emprisonnés dans la cave, comme si le mal ne vivait pas sous ce toit. Quand le matin est venu, j'ai dû agir normalement. J'ai préparé le petit déjeuner avec des mains tremblantes. David est descendu à son heure habituelle, l'air fatigué, mais sinon normal. « Bonjour, papa », dit-il en versant du café. « Tu as bien dormi ?» J'ai regardé cet étranger portant le visage de mon fils, et j'ai menti. « Comme un bébé », ai-je dit. « Toi ?» Il a haussé les épaules. « Ça va, longue semaine. J'ai hâte d'être au week-end. » Il m'a souri, désinvolte, facile. Il n'avait aucune idée que je savais, aucune idée que son monde était sur le point de s'effondrer. Jennifer est apparue, parfaite comme toujours dans ses vêtements de créateur. Elle m'a fait un signe de tête, a pris son café, a disparu dans son bureau, comme d'habitude. Comme s'il ne gardait pas des gens prisonniers, comme s'ils n'étaient pas des monstres. J'ai attendu qu'ils partent tous les deux pour le travail. Puis je suis allé dans le bureau à domicile de David. Mes mains tremblaient encore, mais mon esprit était clair maintenant. Des années de soins infirmiers m'avaient appris à fonctionner en cas de crise, à mettre de côté l'émotion et à me concentrer sur ce qui devait être fait. Et ce qui devait être fait, c'était des preuves. J'avais besoin de preuves avant de pouvoir agir. Le bureau était verrouillé, mais j'avais déjà crocheté des serrures auparavant. Les services psychiatriques l'exigeaient parfois quand les patients cachaient des produits de contrebande ou des objets dangereux.
Il m'a fallu 10 minutes avec un trombone, mais j'ai réussi à ouvrir la porte. À l'intérieur, tout était méticuleusement organisé. Des étagères remplies de manuels psychiatriques et de revues médicales. Un bureau massif avec un ordinateur. Des tiroirs verrouillés. Des piles nettes de papier. J'ai commencé par le bureau, travaillant soigneusement pour laisser tout exactement comme je l'avais trouvé. Au fond du tiroir du bas, caché sous une pile d'anciennes revues médicales, j'ai trouvé un dossier. Un épais dossier Manila sans étiquette. À l'intérieur se trouvaient des dossiers de patients. Pas des dossiers médicaux officiels. Des notes personnelles. Des observations manuscrites. Des relevés bancaires. Des noms, des âges, des diagnostics, des informations de contact de famille. J'ai étalé tout sur le bureau, mes mains tremblantes en lisant. 8 noms, 8 personnes, 8 vies volées, âge allant de 22 à 39 ans. Tous diagnostiqués avec diverses conditions de santé mentale. Tous supposés recevoir un traitement dans des établissements privés exclusifs. Mais ils n'étaient pas dans des établissements. Au moins 4 d'entre eux étaient dans la cave juste en dessous de moi. Où étaient les 4 autres? Les notes médicales étaient cliniques, détachées, horrifiantes dans leur cruauté désinvolte. Patient A montrant une résistance accrue au protocole de sédation, dosage ajusté de 50 mg à 75 mg. Réponse positive. Patient reste docile. La famille du patient B a demandé un appel vidéo. Les ai informés que l'état du patient s'était considérablement détérioré. Recommandé la poursuite de l'isolement. Famille a accepté l'explication sans autre question. Cela continuait encore et encore. Documentation froide d'abus systématiques. Chaque entrée plus accablante que la précédente. David faisait cela depuis des années. Le dossier le plus ancien remontait à 5 ans. 5 ans d'emprisonnement. 5 ans de vie volée. Les relevés bancaires montraient des paiements des familles. 50 000 € par mois par patient. Parfois plus. L'argent passait par des sociétés écrans avec des noms vagues comme Solutions Bien-être SARL et Associés Soins Thérapeutiques. Les empreintes de Jennifer étaient partout dans la structure financière. Elle avait mis en place tout le système pour blanchir les paiements, les rendre intraçables. J'ai fait le calcul dans ma tête. 8 patients à 50 000 € par mois. C'était 400 000 € mensuels, près de 5 millions d'euros par an, pendant 5 ans. L'ampleur était stupéfiante. Ce n'était pas juste un traitement non éthique, c'était du crime organisé, c'était de l'esclavage. J'ai sorti mon téléphone, le vieux smartphone que j'avais gardé malgré que David m'en ait acheté un plus récent. J'ai tout photographié. Chaque page de notes, chaque relevé bancaire, chaque élément de preuve. Mes mains tremblaient si mal que j'ai dû prendre plusieurs photos de certaines pages pour qu'elles soient claires. Quand j'ai terminé, j'ai soigneusement tout remis exactement comme je l'avais trouvé. J'ai fermé le tiroir, verrouillé la porte du bureau et je suis retourné dans ma chambre. Je me suis assis sur mon lit et j'ai regardé les photos, m'assurant qu'elles étaient lisibles. Elles l'étaient. Chaque détail horrible était documenté sur mon téléphone. Maintenant, quoi? Je ne pouvais pas appeler la police. Pas encore. Pas pendant que Sophie était ici. Pas pendant que j'étais seul dans cette maison avec ces monstres. Je devais d'abord faire sortir Sophie. Je devais m'assurer qu'elle était en sécurité avant que tout explose. J'ai regardé l'horloge. 14h15. Dans 45 minutes, j'irai chercher Sophie à l'école. Et ce soir, nous partions. Je trouverai le reste plus tard. Mais d'abord, je devais sauver ma petite fille. Cet après-midi, j'ai suivi les gestes de la normalité. J'ai été chercher Sophie à l'école, écoutant son bavardage sur sa journée. Nous sommes rentrés à la maison, avons fait les devoirs, préparé le goûter. Elle n'avait aucune idée que quelque chose n'allait pas. Elle n'avait aucune idée que son monde était sur le point de se briser. À l'heure du dîner, David a envoyé un message qu'il serait en retard. Une urgence avec un patient. Jennifer a envoyé un message similaire, travaillant tard sur une affaire. Manger sans nous. C'était parfait. Je n'aurais pas à feindre la normalité pendant le dîner. Je n'aurais pas à m'asseoir en face d'eux et cacher mon dégoût et mon horreur. J'ai préparé le dîner préféré de Sophie. Des pâtes au beurre et au parmesan.
Nous avons mangé ensemble à la table de la cuisine, juste nous deux. Elle m'a parlé d'un livre qu'elle lisait sur une fille qui trouvait un jardin secret. J'ai écouté et souri, et j'ai essayé de ne pas penser à la cave secrète en dessous de nous, aux prisonniers gardés là. Après le dîner, j'ai donné son bain à Sophie et l'ai aidée à enfiler son pyjama. Puis, au lieu de la mettre au lit, je me suis assis à côté d'elle. « Sophie, ma chérie, je dois te dire quelque chose. » Ma voix était calme, contrôlée. « Nous allons partir en aventure ce soir, juste toi et moi. » Ses yeux se sont illuminés. « Une aventure? Où? » « C'est une surprise, » ai-je dit, « mais nous devons être très silencieux, d'accord? Comme des agents secrets. On ne peut laisser personne savoir qu'on part. Tu peux faire ça, tu es assez courageuse. » Elle a hoché la tête sérieusement, sentant que c'était important. « Je suis très courageuse, papy, la plus courageuse. »« C'est ma fille, » ai-je dit en la serrant dans mes bras. « Maintenant, préparons un sac. Juste tes affaires préférées, jouets, vêtements, livres, tout ce que tu ne peux pas laisser. » Nous avons préparé son cartable ensemble, son lapin en peluche qu'elle avait depuis qu'elle était bébé, ses livres préférés, un change de vêtements, sa brosse à dents. Elle bougeait avec un but solennel, comprenant d'une manière ou d'une autre que ce n'était pas vraiment un jeu, que quelque chose de sérieux se passait. J'avais déjà préparé mon propre sac plus tôt, caché dans ma chambre. Juste l'essentiel. Vêtements, articles de toilette, mes médicaments, mon portefeuille avec l'argent liquide que j'avais et mon téléphone avec toutes les preuves. À 22h30, avec Sophie habillée en vêtements confortables, nous nous sommes glissés hors de sa chambre. La maison était sombre et silencieuse. David et Jennifer n'étaient pas encore rentrés. Timing parfait. Nous avons traversé la maison comme des fantômes. En bas des escaliers, à travers le salon, vers la porte d'entrée. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait nous trahir, mais nous avons réussi. J'ai ouvert la porte d'entrée. Nous sommes sortis dans la froide nuit d'octobre et j'ai doucement refermé derrière nous. J'avais appelé un taxi plus tôt depuis ma chambre, leur disant d'attendre au bout de la rue. Nous avons marché à travers l'obscurité, la main de Sophie petite et tremblante dans la mienne. « Papy, où va-t-on » chuchota-t-elle. « Maman et papa vont être fâchés ?»« Nous allons quelque part en sécurité, ma puce, » ai-je dit. « Et non, ils ne seront pas fâchés. C'est la bonne chose à faire. » Elle ne comprenait pas, mais elle me faisait confiance. Cette confiance était tout. Le taxi attendait. J'ai donné au chauffeur une adresse. Un Ibis Budget à environ 50 km, quelque part assez loin pour qu'on soit difficile à trouver rapidement. Le chauffeur n'a pas posé de questions. Il s'est juste éloigné du trottoir. J'ai regardé cette maison disparaître dans le rétroviseur, cette belle prison moderne, et je n'ai ressenti que du soulagement. À l'hôtel, j'ai payé en espèces, utilisé un faux nom. L'employé de réception était fatigué, s'en fichait. Il m'a juste tendu une clé. La chambre était petite, basique, mais propre. 2 lits, une salle de bain, une télévision. Elle semblait plus sûre que ce manoir ne l'avait jamais été. J'ai bordé Sophie dans le lit, embrassant son front. « Essaie de dormir, ma chérie. Tout va bien aller, je te le promets. » Elle s'est endormie en quelques minutes, épuisée par le stress et la confusion. Je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre et je me suis finalement permis de craquer. J'ai pleuré pour la première fois depuis les funérailles d'Élisabeth. Pleurer pour le fils que j'avais perdu. Pleurer pour les personnes innocentes piégées dans cette cave. Pleurer pour Sophie, qui était sur le point de perdre ses parents. Pleurer pour moi-même. Pour l'échec que je ressentais en tant que père, pour ne pas avoir vu plus tôt ce que David était devenu. Mais je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. Pas encore. Il y avait trop à faire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom que je cherchais, Marcus Chen. Marcus et moi avions travaillé ensemble à Sainte-Anne il y a 30 ans. À l'époque, il était un jeune résident, enthousiaste et idéaliste. Je l'avais encadré, lui avais appris à vraiment écouter les patients, à voir au-delà des symptômes l'être humain en dessous. Nous étions restés en contact au fil des ans, suivant mutuellement l'évolution de nos carrières.
Maintenant, Marcus était administrateur hospitalier, supervisant un réseau d'établissements psychiatriques à travers l'Île-de-France et la région. Si quelqu'un pouvait m'aider, c'était lui. J'ai regardé l'horloge. 23h47. Trop tard pour appeler. Mais cela ne pouvait pas attendre. J'ai composé son numéro, mon cœur battant. Ça a sonné 4 fois avant qu'une voix endormie ne réponde. « Allô ? Marcus ?» ai-je dit. « C'est Robert Mercier. Je suis désolé d'appeler si tard, mais j'ai besoin de ton aide. Et j'ai besoin que tu me fasses confiance quand je te dis que ce que je m'apprête à dire va sembler dément. » Il y a eu une pause. J'ai entendu des bruissements, comme s'il s'asseyait dans son lit. « Robert, tu vas bien ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai pris une grande inspiration. « Marcus, mon fils David garde des patients psychiatriques prisonniers dans sa cave. Il les drogue, les garde sous sédatifs pendant qu'il dit à leur famille qu'ils sont dans des établissements de traitement. Il fait ça depuis des années. Vole des centaines de milliers d'euros. J'ai des preuves, des photographies de ses dossiers, des relevés bancaires, tout. Mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me crois. » Silence. Un long, terrible silence. Puis, « Où es-tu en ce moment ? Dans un hôtel ? » Je lui ai donné l'adresse. « J'ai ma petite fille avec moi. Je ne pouvais pas la laisser dans cette maison. Marcus, j'ai travaillé en psychiatrie pendant 35 ans. Je sais comment ça semble. Je sais que je suis un veuf en deuil qui pourrait sembler instable. Mais je te dis la vérité, je les ai vus. J'ai vu les patients dans la cave. J'ai les preuves. »« Robert, » dit Marcus, et sa voix avait changé. Elle n'était plus endormie, elle était aiguisée, concentrée, professionnelle. « Je te crois, reste où tu es, ne va nulle part. N'appelle personne d'autre, je vais passer quelques appels, donne-moi 2 heures. » Le soulagement qui m'a envahi était accablant. Il me croyait. Je n'étais pas seul dans ceci. « Merci, » ai-je chuchoté. « Merci, Marcus. »« Je te rappelle, » dit-il. 2 heures, reste en sécurité. » Et la ligne s'est coupée. Ces 2 heures ont été les plus longues de ma vie. Je suis resté assis dans ce fauteuil près de la fenêtre, regardant le parking, sursautant à chaque bruit. Et si David et Jennifer étaient rentrés? Et s'ils découvraient que nous étions partis? Et s'ils nous cherchaient en ce moment même? Je vérifiais Sophie toutes les quelques minutes. Elle dormait paisiblement, son lapin en peluche serré contre sa poitrine. Elle avait l'air si petite, si vulnérable. Qu'allait-il lui arriver après tout ceci? Serait-elle placée en famille d'accueil? Finirait-elle chez les parents de Jennifer, que je connaissais à peine? Pouvais-je me battre pour la garde à mon âge? À 1h52, mon téléphone a sonné. Je l'ai attrapé avant la 2e sonnerie. Marcus. Robert. J'ai passé des appels très discrets à des personnes en qui j'ai confiance. J'ai des contacts à l'ordre des médecins et dans les forces de l'ordre. Ils prennent ceci très au sérieux. Ce que tu as décrit, si c'est vrai, c'est l'un des pires cas d'abus de patients et de fraude que quiconque ait entendu depuis des années. « C'est vrai, » ai-je dit. « Je te le jure, Marcus, je les ai vus. 4 patients que j'ai pu voir. Ces dossiers mentionnent 8 au total. » La voix de Marcus était sombre. Ils assemblent une équipe maintenant. Personnel médical, police, travailleurs sociaux, comptables judiciaires. Ils obtiennent des mandats. Ils vont faire une descente dans cette maison à l'aube. Mais Robert, ils ont besoin que tu viennes faire une déposition formelle. Et ils ont besoin de voir les preuves que tu as. Tu peux faire ça? Oui, ai-je dit, n'importe quoi. Sauvez juste ces gens. S'il te plaît, Marcus. Ils sont là-dessous depuis des années de leur vie volée. Je vais t'envoyer une adresse par SMS, dit Marcus. C'est un commissariat de police à Nanterre. Tu peux y aller? Je peux prendre un taxi, ai-je dit. Mais Sophie, je ne peux pas la laisser seule. Amène-la, dit Marcus. Ils auront un médiateur pour les victimes là-bas. Quelqu'un qui pourra rester avec elle pendant que tu fais ta déposition. Robert, je sais que c'est difficile. Je sais que David est ton fils. Mais tu fais ce qu'il faut. Je sais, ai-je chuchoté. Mais savoir ne rend pas ça moins douloureux. J'ai réveillé Sophie doucement. Elle était confuse, désorientée. « Papy, qu'est-ce qui se passe? Il fait encore noir. »« Je sais, ma chérie, » ai-je dit en l'aidant à mettre ses chaussures. « Mais nous devons aller quelque part. » Que
Il y a des gens à qui je dois parler. Tu pourras dormir encore quand on arrivera, je te le promets. Le taxi est venu en 15 minutes. Le chauffeur, indifférent cette fois, avait l'air curieux d'un vieil homme et d'une enfant voyageant à 2 heures du matin. Mais il n'a pas posé de questions. Je lui ai donné l'adresse que Marcus m'avait envoyée par SMS. Le commissariat de police était un bâtiment moderne, bien éclairé malgré l'heure matinale. À l'intérieur, une femme nous attendait. Elle devait avoir la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et un sourire doux. « Monsieur Mercier, je suis l'inspecteur Sarah Rodriguez. Le docteur Chen a appelé. Nous vous attendions. » Elle s'est agenouillée au niveau de Sophie. « Et tu dois être Sophie. Je m'appelle Sarah. Tu veux venir avec moi ? Nous avons une belle salle avec une télévision et des snacks. Tu peux te reposer pendant que ton papy parle à mes amis. » Sophie m'a regardé avec incertitude. « C'est bon, ma puce, ai-je dit. Je serai tout prêt, je te le promets. » Elle a hoché la tête et a pris la main de l'inspecteur, se laissant emmener. Un autre inspecteur, un grand homme noir dans la quarantaine, s'est approché de moi. « Inspecteur James Williams, » dit-il en me serrant la main. « Monsieur Mercier, allons quelque part où nous pourrons parler. Vous voulez du café? Vous avez l'air d'en avoir besoin. » Je l'ai suivie dans une salle d'interrogatoire. Elle était petite, sans fenêtre, avec une table et des chaises et un appareil d'enregistrement sur le mur. Il m'a fait signe de m'asseoir, m'a apporté du café dans un gobelet en mousse. C'était du café terrible, mais je l'ai bu quand même. Mes mains tremblaient. « Monsieur Mercier, » dit l'inspecteur Williams en s'asseyant en face de moi, « je sais que c'est difficile. Mais j'ai besoin que vous me racontiez tout depuis le début. Prenez votre temps. Nous enregistrons ceci, mais c'est pour votre protection autant que pour la nôtre. Tout ce que vous dites ici est confidentiel. » Alors je lui ai tout raconté, depuis mon emménagement dans la maison de David il y a 6 mois, jusqu'à la porte de cave verrouillée, jusqu'aux disparitions nocturnes, jusqu'à finalement regarder par cet espace et voir les patients. Je lui ai montré les photographies sur mon téléphone, regardant son visage s'assombrir à chaque image. Il a appelé un autre inspecteur, une femme aux yeux perçants et un carnet de notes. Ils ont posé des questions. Des centaines de questions. Pouvais-je identifier l'un des patients que j'avais vu? Savais-je où étaient les 4 autres patients mentionnés dans les dossiers? Avais-je déjà entendu David ou Jennifer discuter de ce qu'ils faisaient? Qu'en était-il des systèmes de sécurité dans la maison? Y avait-il des caméras? J'ai répondu à tout ce que je pouvais. Non, je ne pouvais pas identifier les patients. Je ne les avais vus que brièvement dans une lumière faible. Je supposais que les 4 autres étaient soit dans un autre endroit, soit avaient été relâchés. Ou pire, je ne pouvais pas me résoudre à dire ce que pire pourrait signifier. Je ne les avais jamais entendus discuter directement de leurs crimes, seulement cette conversation sur les paiements et les familles. Quant à la sécurité, je ne savais pas. Je n'avais jamais vu de caméra, mais cela ne signifiait pas qu'il n'y en avait pas. L'interrogatoire s'est poursuivi pendant plus de 2 heures. Au moment où ils ont terminé, l'aube se levait dehors. J'étais épuisé, vidé, ne fonctionnant que sur de l'adrénaline et du café terrible. L'inspecteur Williams s'est levé, s'étirant. « Monsieur Mercier, vous nous avez donné suffisamment. L'équipe intervient dans la maison en ce moment même. Nous avons des mandats pour la propriété, pour les arrestations de David et Jennifer et pour la saisie de tous leurs dossiers financiers. Le docteur Chen coordonne avec le personnel médical pour extraire et stabiliser en toute sécurité tous les patients que nous trouvons. » « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» ai-je demandé. Pour Sophie. Pour moi. L'inspecteur Rodriguez est entré dans la pièce comme sur signal. « Sophie dort encore dans la salle familiale, dit-elle. Quant à ce qui se passe ensuite, cela dépend de ce que nous trouvons dans la maison. Mais monsieur Mercier, je veux que vous sachiez que vous avez fait quelque chose d'incroyablement courageux. Ces personnes, qui qu'elles soient, sont vivantes aujourd'hui grâce à vous. » Je ne me sentais pas courageux. Je me sentais malade, épuisé, brisé. Mon fils, mon David, qu'est-ce que je lui avais fait? Comme s'il lisait dans mes pensées, l'inspecteur Williams a posé sa main sur mon épaule. « Ce n'est pas votre faute.
dit-il doucement. Je fais ce travail depuis 20 ans. J'ai vu beaucoup de mal. Et une chose que j'ai apprise, c'est que parfois les gens font des choix qui n'ont rien à voir avec la façon dont ils ont été élevés. Votre fils a fait ses propres choix. Vous n'en êtes pas responsable. Mais j'étais son père, ai-je dit, et ma voix s'est brisée. J'aurais dû le voir, j'aurais dû savoir. Vous ne pouviez pas savoir, dit doucement l'inspecteur Rodriguez. Les sociopathes, les gens qui peuvent faire ce que votre fils a fait, ils sont excellents pour cacher qui ils sont vraiment. Ils portent des masques, parfois toute leur vie. Les gens qui les aiment ne voient jamais ce qu'il y a en dessous jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je voulais la croire. Mais la culpabilité était écrasante. Je suis resté assis là dans cette salle d'interrogatoire, fixant mes mains, essayant de traiter tout ce qui s'était passé au cours des 8 dernières heures. À 6h47, le téléphone de l'inspecteur Williams a sonné. Il a répondu, écouté, son visage grave. Quand il a raccroché, il m'a regardé. Ils sont dans la maison. Ils ont trouvé la cave. Monsieur Mercier, je dois vous préparer. Ils ont trouvé 5 patients, pas 4, tous vivants, tous fortement sous sédatifs. Ils sont en train d'être transportés vers les hôpitaux de la région pour évaluation et traitement. 5. Il y avait eu 5 personnes dans cette cave, et je n'en avais vu que 4. Comment avais-je pu en manquer un? L'horreur de tout cela m'a submergé à nouveau. 5 vies volées, 5 familles trompées, 5 êtres humains réduits à des prisonniers drogués pour le profit. Et David? Ai-je demandé. Jennifer? Tous deux arrêtés sur place sans incident, dit-il. Ils sont en train d'être traités maintenant. Ils passeront en comparution plus tard dans la journée. J'ai hoché la tête, incapable de parler. C'était fini. Le cauchemar était terminé. Mais un autre cauchemar ne faisait que commencer. Le cauchemar de la réalité, des conséquences, d'une famille brisée. Puis-je voir Sophie? Ai-je demandé. S'il vous plaît, j'ai besoin de voir ma petite fille. Ils m'ont amené à la salle familiale. Sophie était réveillée maintenant, assise sur un canapé avec un livre de coloriage et des crayons. Elle a levé les yeux quand je suis entré et son visage s'est effondré. « Papy !» pleura-t-elle en courant vers moi. « Je veux rentrer à la maison. Quand est-ce que maman et papa viennent ?» Je l'ai tenue, sentant ses larmes imbiber ma chemise. Je ne savais pas comment répondre. Comment dire à une enfant de 8 ans que ses parents sont des monstres, qu'elle ne peut pas rentrer à la maison parce que la maison était construite sur des mensonges et de la cruauté? L'inspecteur Rodriguez s'est assise avec nous. « Sophie, dit-elle doucement, ta maman et ton papa doivent partir pour un moment. Ils ont fait de très mauvais choix et ils doivent faire face aux conséquences de ces choix. Mais tu es en sécurité. Ton papy est là et nous allons nous assurer que tu sois prise en charge. »« Où vont-ils » demanda Sophie. « Je peux les voir ?»« Pas maintenant, ma chérie, ai-je dit. Peut-être un jour, mais pas maintenant. » Elle a pleuré longtemps. Je l'ai tenue et l'ai laissée pleurer, caressant ses cheveux, chuchotant que tout irait bien. Même si je ne savais pas si ce serait le cas. Les nouvelles ont éclaté vers midi. Éminent psychiatre parisien arrêté dans un scandale d'abus de patients. Les gros titres étaient partout. Mon téléphone, que j'avais finalement rallumé, était inondé de messages. Des journalistes voulant des commentaires. Des gens avec qui je n'avais pas parlé depuis des années me contactant. J'ai tout ignoré. Marcus a appelé vers midi. « Robert, je suis à l'hôpital où ils ont amené les patients. J'ai pensé que tu voudrais savoir leur état. » Je voulais. Dis-moi tout. Il a pris une grande inspiration. Ils sont tous vivants, ce qui est remarquable vu les circonstances. Ils sont gravement déshydratés et dénutris. Atrophie musculaire due au manque de mouvement. Ils ont été maintenus sous un cocktail de sédatifs, probablement des benzodiazépines et des antipsychotiques à des doses suffisamment élevées pour les garder dociles, mais pas tout à fait comateux. Cela va prendre des semaines, peut-être des mois, pour que leur corps récupère. Quant à leurs états mentaux, nous ne le saurons pas tant que les drogues ne seront pas éliminées de leur système. Sait-on qui ils sont ? Leurs familles doivent être paniquées. Nous avons identifié les 5, dit Marcus.
Nous contactons leurs familles maintenant. Robert, ces personnes sont là-dedans depuis des durées variables. La plus longue, 3 ans et demi. Elle a 26 ans. Elle avait 23 ans quand ton fils l'a prise. Mon estomac s'est retourné. Oh mon Dieu, 3 ans et demi. Qu'en est-il des 3 autres patients mentionnés dans les dossiers? Nous enquêtons, dit Marcus. Nous avons trouvé des preuves qu'il pourrait y en avoir eu d'autres. Certains ont peut-être été relâchés quand leurs familles ont cessé de payer. Certains, et sa voix a baissé, nous pourrions les trouver dans de pires circonstances. Le FBI est impliqué maintenant. C'est devenu une affaire fédérale. L'ampleur de tout cela était accablante. Ce n'était pas juste un crime, c'était du mal systématique et organisé. Et mon fils, le garçon que j'avais élevé, l'avait orchestré. Que leur arrive-t-il maintenant? Les patients, se souviennent-ils de quelque chose? Certains d'entre eux commencent à se réveiller, dit Marcus. Ils sont confus, désorientés, traumatisés. Ils ne savent pas où ils ont été. Ils ne se souviennent pas de la plupart des dernières années. La sédation les maintenait dans un état crépusculaire, suffisamment conscients pour manger et accomplir des fonctions de base, mais pas assez conscients pour résister ou se souvenir clairement. C'est une miséricorde d'une certaine manière. Mais les dommages psychologiques vont être immenses. J'ai fermé les yeux, luttant contre les larmes. C'est ma faute, ai-je dit. Je l'ai élevé. J'ai dû faire quelque chose de mal. Robert, non, dit fermement Marcus. Je te connais depuis 30 ans. Tu es l'une des personnes les plus éthiques et compatissantes que j'ai jamais rencontrées. Tu m'as appris à voir les patients comme des personnes, pas des diagnostics. Quoi que ce soit qui ait poussé David à faire ceci, ce n'est pas venu de toi. Certaines personnes sont juste brisées d'une manière que nous ne pouvons ni réparer ni comprendre. Tu as sauvé ces gens, Robert. Souviens-toi de ça. Tu les as sauvés. Mais je ne me sentais pas comme un héros. Je me sentais comme un échec. Un père qui avait manqué tous les signes que son fils était un monstre. Les jours qui ont suivi ont été un flou d'avocats, de travailleurs sociaux, de services de protection de l'enfance et d'attention médiatique. J'ai obtenu la garde temporaire d'urgence de Sophie, pendant que les tribunaux travaillaient sur des arrangements à long terme. Les parents de Jennifer la voulaient, mais ils étaient dans la 80aine et en mauvaise santé. Le tribunal semblait enclin à laisser Sophie rester avec moi, au moins pour le moment. Nous avons déménagé dans mon appartement du 13e arrondissement. Cet appartement que j'avais essayé de fuir, plein de souvenirs d'Elisabeth, semblait soudain un sanctuaire. Il était petit, encombré, imparfait, mais il était réel, il était honnête. C'était chez nous. Sophie a eu du mal. Bien sûr qu'elle a lutté. Elle avait perdu ses parents, sa maison, son sentiment de sécurité. Elle faisait des cauchemars. Elle se réveillait en pleurant, appelant sa mère. Je la tenais et la laissais pleurer et j'essayais d'expliquer que parfois, les gens qu'on aime font des choses terribles. Et cela ne signifie pas qu'on arrête de les aimer. Mais cela signifie qu'on ne peut pas être avec eux. Je l'ai emmenée chez une psychologue pour enfants, spécialisée dans les traumatismes. Lentement, très lentement, elle a commencé à guérir. Les cauchemars sont devenus moins fréquents. Elle a recommencé à sourire. Elle a commencé à se sentir en sécurité. L'histoire complète est sortie au cours des mois suivants, alors que l'enquête s'approfondissait. David avait commencé il y a 5 ans, exactement comme je l'avais lu dans ses notes. Sa première victime avait été un jeune homme de 22 ans, nommé Brian Lawson, diagnostiqué avec une dépression sévère après une tentative de suicide. Les parents fortunés de Brian étaient désespérés d'obtenir de l'aide, prêts à payer n'importe quoi pour que leur fils aille mieux. David s'était présenté comme leur sauveur. Il avait accès à un programme de traitement résidentiel exclusif, leur avait-il dit. Thérapie intensive, médicaments de pointe, intimité totale. Cela coûterait 50 000 € par mois, mais Brian recevrait les meilleurs soins que l'argent puisse acheter. Les parents désespérés avaient accepté immédiatement. Au lieu d'un traitement, David avait emmené Brian dans sa cave. Il l'avait maintenu sous sédatif, entreposé comme un meuble, tout en envoyant aux parents des mises à jour périodiques sur les progrès de Brian. Les parents avaient rendu visite une fois au début.
David avait drogué Brian encore plus fortement pour la visite, disant aux parents que leur fils était dans un état thérapeutique médicamenteux et ne pouvait pas communiquer de manière cohérente. Les parents, faisant confiance au psychiatre prestigieux, l'avaient cru. Ça avait été si facile, si rentable, si sûr que David l'avait refait encore et encore et encore. Chaque fois en affinant ses méthodes, chaque fois en devenant plus audacieux. Jennifer avait rejoint l'opération volontairement, utilisant son expertise juridique et financière pour créer les sociétés écrans qui blanchissaient l'argent. Elle avait été une partenaire à part entière dans l'entreprise, pas une complice contrainte, comme elle l'avait d'abord prétendu. Ils volaient environ 400 000 € par mois. Sur 5 ans, ils avaient accumulé près de 25 millions d'euros cachés dans des comptes offshore et des investissements. La maison, les voitures, le style de vie de luxe, tout avait été construit sur la souffrance de personnes vulnérables et l'angoisse de leur famille. La communauté psychiatrique a été secouée par le scandale. Comment David avait-il pu maintenir son autorisation d'exercer tout en faisant cela? Comment personne n'avait-il soupçonné? Mais la réponse était simple. Il avait été prudent. Il avait gardé sa pratique légitime, séparée de son entreprise criminelle. Il avait maintenu des relations professionnelles, publié des articles, assisté à des conférences. Il avait porté son masque parfaitement. Les 5 patients trouvés dans la cave étaient tous en convalescence à long terme. La jeune femme qui avait été là pendant 3 ans et demi, Jessica Morrison, avait la route la plus difficile. Ses muscles s'étaient atrophiés si gravement qu'elle avait besoin de mois de kinésithérapie juste pour remarcher. Sa mémoire de ces années était fragmentée, onirique. Elle se souvenait de l'obscurité, de la confusion, de voix. Mais les détails étaient perdus dans le brouillard de la sédation. Ses parents étaient détruits par la culpabilité. Ils avaient cru au rapport de David selon lesquels l'état de Jessica s'était détérioré, qu'elle était non-verbale et sans réaction. Ils avaient cessé de lui rendre visite parce que David les avait convaincus que ce serait traumatisant pour elle. Ils avaient abandonné leur fille à un cauchemar tout en payant pour ce privilège. La culpabilité les rongeait. Je les ai contactés, eux et toutes les familles. Je leur ai dit ce que j'avais appris de 35 ans en psychiatrie, que les gens comme David sont des manipulateurs experts, qu'ils exploitent la confiance et le désespoir des autres, que rien de tout cela n'était la faute des familles. Certains d'entre eux m'ont cru, d'autres non. Tous étaient brisés d'une manière qui pourrait ne jamais complètement guérir. Les 3 autres patients mentionnés dans les dossiers de David ont finalement été localisés. L'un avait été libéré il y a 2 ans quand sa famille ne pouvait plus se permettre les paiements. Il était rentré chez lui sans aucun souvenir d'où il avait été, convaincu qu'il avait été dans un établissement de traitement en Suisse. Il ne l'avait jamais remis en question. Un autre était décédé. David avait dit à la famille que c'était un événement cardiaque soudain. La famille, dévastée, n'avait jamais demandé d'autopsie. Le 3e avait été trouvé dans un autre endroit, un garde-meuble que David avait loué. Il avait été déplacé là-bas quand la cave était devenue trop encombrée. Il avait été là pendant 8 mois, seul dans l'obscurité quand la police l'avait trouvé. Les procès ont été brutaux. David a essayé de plaider la capacité diminuée, qu'il avait eu une crise psychologique, qu'il essayait d'aider les gens et que les choses avaient dérapé. Ses avocats l'ont présenté comme un médecin dévoué qui avait fait de terribles erreurs. Mais les preuves étaient accablantes. Les notes détaillées, les dossiers financiers, le calcul froid de tout. Ce n'était pas une crise. C'était du mal systématique et prémédité mené pendant des années. Jennifer a trahi David, témoignant contre lui en échange d'une peine réduite. Elle a prétendu qu'il l'avait contrainte, menacée, qu'elle avait eu peur de refuser. Mais ses propres notes, ses propres emails racontaient une histoire différente. Elle avait été une participante enthousiaste, suggérant fréquemment des moyens d'extraire plus d'argent des familles, de minimiser les risques, de maximiser les profits. En fin de compte, David a été reconnu coupable de 17 chefs d'accusation, y compris enlèvement, fraude, agression, pratique de la médecine sans supervision appropriée et exploitation d'un établissement médical non autorisé.
Le juge l'a condamné à 45 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle. Jennifer a reçu 30 ans. Ils mourraient tous les deux en prison. J'ai assisté à chaque jour du procès de David. J'avais besoin de le voir, besoin d'affronter ce qu'il était devenu. Il me regardait parfois à travers la salle d'audience. Je ne pouvais pas lire son expression. Regret, honte, défi, peut-être rien du tout. Peut-être qu'il n'y avait rien à l'intérieur de lui que du vide. Le jour du prononcé de la sentence, il a demandé à parler. Le juge l'a autorisé. David s'est levé, faisant face à la salle d'audience pleine des familles de ses victimes. « Je veux m'excuser, dit-il. J'ai perdu mon chemin. Je me disais que j'aidais les gens, que je fournissais un service. Mais je sais maintenant que je me mentais à moi-même. J'ai détruit des vies. J'ai trahi la confiance placée en moi en tant que médecin. J'ai trahi mon père qui m'a appris à prendre soin des autres. Je n'ai aucune excuse. Je mérite toute punition que ce tribunal décide. » Ces mots étaient jolis, pratiqués, vides. Je n'ai rien ressenti en les entendant. Pas de pardon, pas de clôture, pas de... Juste une tristesse terrible et douloureuse pour le fils que j'avais aimé et qui n'avait jamais vraiment existé. Après le prononcé de la sentence, la mère de Jessica Morrison m'a approché dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience. C'était une petite femme, mince et épuisée par le chagrin. « Monsieur Mercier, dit-elle, je voulais juste vous remercier. Si vous n'aviez pas regardé par cette porte, si vous n'aviez pas eu le courage d'agir, ma fille serait encore dans cette cave. Elle a pris ma main. Vous l'avez sauvée, vous les avez tous sauvés. Je n'ai sauvé personne, ai-je dit. J'aurais dû voir plus tôt, j'aurais dû agir plus tôt. Elle a secoué la tête. Vous avez vu quand vous avez pu, et vous avez fait ce qu'il fallait, même si cela vous a tout coûté. Ça, c'est du courage. Plus de courage que la plupart des gens n'en ont. Elle a serré ma main. Jessica veut vous rencontrer un jour, quand elle sera prête, pour vous remercier elle-même. J'aimerais ça, ai-je dit, même si je n'étais pas sûr que ce soit vrai. Comment affronter la personne dont la souffrance aurait pu être évitée si j'avais été plus observateur, plus soupçonneux, plus disposé à croire mon propre fils capable du mal? C'était il y a 2 mois. Sophie et moi construisons une nouvelle vie maintenant. Nous sommes restés dans mon appartement du 13e. Nous avons peint les murs de couleurs vives, rempli les pièces avec ses dessins et ses rires. Nous avons adopté un chien, un chiot Golden Retriever qu'elle a nommé Espoir. Le nom semblait approprié. Sophie est en thérapie 2 fois par semaine. Elle va mieux. Elle pose encore des questions sur ses parents parfois. Je suis honnête avec elle d'une manière adaptée à son âge. Je lui dis que son papa et sa maman ont fait de très mauvais choix, qu'ils ont blessé des gens et qu'ils sont en prison à cause de ça. Je lui dis que rien de tout cela n'est sa faute, qu'elle est aimée et en sécurité et qu'elle aura toujours une maison avec moi. Elle demande si elle peut leur rendre visite un jour. Je lui dis peut-être quand elle sera plus âgée, quand elle sera prête à tout traiter. La vérité, c'est que je ne sais pas si je la laisserai jamais les voir. Je ne sais pas si l'exposer à eux aiderait ou blesserait. C'est une question avec laquelle je lutte constamment. Quant à moi, je suis en thérapie aussi. Je travaille sur la culpabilité, la trahison, le chagrin. Ma thérapeute continue à me dire que j'ai tout fait correctement, que j'ai sauvé des vies, que je suis un héros. Mais je ne me sens pas comme un héros. Je me sens comme un père qui n'a pas réussi à voir le monstre que son fils était devenu. Je me sens comme un complice qui a vécu dans cette maison pendant des mois, mangeant des repas préparés dans une cuisine au-dessus d'une prison, pendant que des personnes innocentes souffraient en dessous. Mais j'apprends à vivre avec, à accepter que certaines questions n'ont pas de réponse, que certaines culpabilités ne peuvent pas être résolues, seulement gérées, que la vie continue même après des trahisons impensables. Sophie aide. Chaque matin, quand elle bondit dans ma chambre, les cheveux ébouriffés et souriante, me demandant ce qu'il y a pour le petit déjeuner, je me rappelle pourquoi j'ai regardé par cette porte, pourquoi j'ai passé cet appel, pourquoi j'ai détruit la vie de mon fils et ma propre tranquillité d'esprit.
Parce qu'il y a des choses plus importantes que la loyauté familiale, des choses comme la vérité, comme la justice, comme les vies de 5 personnes qui ne pouvaient pas se sauver elles-mêmes. La communauté psychiatrique fait beaucoup d'introspection depuis le cas de David. Comment cela a-t-il pu arriver? Quels systèmes ont échoué? Comment peuvent-ils empêcher que cela se reproduise à l'avenir? Il y a eu des appels pour une surveillance plus stricte des cabinets psychiatriques privés, une meilleure vérification de l'endroit où les patients sont réellement traités, des exigences de contact familial plus fréquentes. Peut-être que quelque chose de bien sortira de cette horreur. Peut-être que les victimes de David seront les dernières. Je pense à Elisabeth parfois. J'aimerais qu'elle soit là. Elle saurait quoi faire. Elle saurait comment aider Sophie à guérir. Elle saurait comment m'aider à porter ce chagrin. Mais Elisabeth est partie et je fais ça seul. Pas vraiment seul. J'ai Sophie, j'ai Espoir le chien. Et j'ai des thérapeutes et des travailleurs sociaux et Marcus qui prend régulièrement de mes nouvelles. Mais le poids de tout cela, la terrible connaissance de ce que mon fils a fait, ça, je le porte seul. Tard le soir, quand Sophie dort et que l'appartement est silencieux, je me demande parfois quel aurait été le chemin non emprunté. Et si je n'avais pas regardé par cette porte? Et si je m'étais convaincu que j'imaginais des choses? Que mon chagrin pour Elisabeth me rendait paranoïaque? David et Jennifer seraient toujours libres. Ces 5 personnes seraient toujours dans cette cave. Combien d'autres victimes y aurait-il eu? Cette pensée me rend malade. Mais elle me rappelle aussi que même si j'ai échoué en tant que père, j'ai réussi dans le moment qui comptait le plus. Quand j'ai été confronté au choix entre l'ignorance confortable et la vérité terrible, j'ai choisi la vérité. Quand j'ai été confronté au choix entre protéger mon fils et protéger ses victimes, j'ai choisi les victimes. C'est un maigre réconfort, les nuits difficiles. Mais c'est quelque chose. Jessica Morrison m'a contacté il y a environ 3 semaines. Elle a envoyé une lettre à mon appartement, livrée par son thérapeute. Elle travaillait sur le courage de me contacter depuis des mois. La lettre était courte, manuscrite d'une écriture soignée, qui suggérait combien d'efforts il lui avait fallu pour l'écrire. « Cher monsieur Mercier, disait-elle, je voulais vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Je ne me souviens pas beaucoup de ces années dans la cave. C'est comme un long rêve sombre. Mais je me souviens du jour où la police est venue. Je me souviens d'avoir été sorti de ce lit et amené dans la lumière. Ma vie n'est pas facile maintenant. J'ai une longue convalescence devant moi, mais je suis vivante et je suis libre, et c'est grâce à vous. Vous avez perdu votre fils, vous avez perdu votre famille, vous avez fait ça pour sauver des étrangers que vous n'aviez jamais rencontrés. Je ne sais pas si j'aurais pu être aussi courageuse. Merci. Merci de nous avoir vus, merci de ne pas avoir détourné le regard. Avec gratitude, Jessica Morrison. J'ai pleuré quand j'ai lu cette lettre. Pleuré d'une manière que je ne l'avais pas fait depuis cette première nuit dans l'hôtel avec Sophie. Parce qu'elle avait raison. J'avais perdu mon fils, j'avais perdu ma famille. Et le coup de faire ce qu'il fallait avait été presque tout ce que j'avais. Mais ces 5 personnes étaient vivantes. Jessica Morrison était vivante. Et peut-être, juste peut-être, c'était suffisant. Je lui ai répondu. Je lui ai parlé de Sophie, de comment nous construisions une nouvelle vie. Je lui ai dit que je ne me sentais pas courageux, que je sentais que j'avais échoué en ne voyant pas plus tôt, mais que j'étais content d'avoir regardé par cette porte, peu importe combien cela avait coûté. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle guérirait, qu'elle récupérerait la vie qui lui avait été volée. Nous correspondons depuis, de courtes lettres toutes les semaines ou 2. Elle me parle de sa kinésithérapie, de sa thérapie régulière, de son lent voyage de retour vers elle-même. Je lui parle des progrès de Sophie, du chien, de la vie ordinaire. Cela aide d'une certaine manière. Cette connexion avec quelqu'un qui comprend le poids de ce qui s'est passé. Le 9e anniversaire de Sophie est la semaine prochaine. Nous allons faire une petite fête ici dans l'appartement. Juste quelques amis de l'école, rien d'élaboré. Elle veut un gâteau en forme de Golden Retriever, comme Espoir. Elle veut jouer à des jeux dans le petit parc en bas. Des plaisirs simples pour une enfant qui a trop traversé.
Je pense à quoi lui dire sur ses parents. Elle aura des questions en grandissant. Comment lui expliquer que son père était un monstre? Comment l'aider à comprendre qu'elle peut porter son ADN, son nom, sans porter ses péchés? Comment lui apprendre qu'elle n'est pas définie par ce qu'il a fait? Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'apprends que peut-être c'est normal. Peut-être que l'amour ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Peut-être que c'est être présent, choisir la vérité plutôt que le confort. Faire la chose difficile parce que c'est la bonne chose. On dit qu'un parent ne cesse jamais de s'inquiéter pour ses enfants. Je sais que c'est vrai. Je me suis inquiété pour David jusqu'au moment où j'ai appelé la police. Et d'une manière tordue, je m'inquiète encore pour lui. C'est mon fils, même si je ne le reconnais plus, même si ce qu'il a fait est impardonnable. L'amour ne disparaît pas simplement parce que la personne que vous aimiez s'avère être quelqu'un que vous n'avez jamais connu. Mais j'ai appris quelque chose d'autre aussi. Que parfois aimer quelqu'un signifie l'arrêter, signifie se dresser contre lui, signifie choisir le bien commun plutôt que la loyauté personnelle. C'est la leçon la plus difficile que j'ai jamais apprise. Et elle m'a tout coûté, mais ces 5 personnes sont vivantes aujourd'hui. Jessica Morrison apprend à remarcher, à se souvenir de qui elle était, à construire un avenir. Brian Lawson est de retour avec sa famille, traversant un traumatisme mais libre. Les autres, chacun portant ses propres cicatrices, sont vivants et guérissent. Et Sophie a une chance d'avoir une vraie vie, loin de l'environnement toxique que ses parents avaient créé. Cela doit signifier quelque chose. Cela doit être suffisant. Ce soir, après avoir bordé Sophie et lui avoir lu 3 histoires, son exigence actuelle, après avoir embrassé son front, allumé sa veilleuse et laissé sa porte entr'ouverte, je vais m'asseoir sur mon petit balcon avec une tasse de thé. Je vais regarder les géraniums d'Elisabeth que j'ai recommencé à entretenir. Je vais penser aux choix qui m'ont mené ici, à ce moment, à cette vie, et je vais me souvenir de cette nuit, ce minuit, quand j'ai pressé mon visage contre le sol froid et regardé par cet espace sous la porte, quand j'ai vu la vérité et choisi de ne pas détourner le regard, quand j'ai choisi 5 étrangers plutôt que mon propre fils, quand j'ai choisi la justice plutôt que le confort. C'était le choix le plus difficile que j'ai jamais fait. Mais assise ici, maintenant, regardant ces géraniums fleurir pour la première fois depuis la mort d'Elisabeth, je sais que c'était le bon. Certaines vérités valent n'importe quel coup. Certains combats valent la peine de tout perdre. J'ai 71 ans. Je pensais que ma vie était finie quand Elisabeth est morte. D'une certaine manière, elle l'était. Mais une nouvelle vie a commencé cette nuit-là quand j'ai regardé par cette porte. Une vie construite sur la vérité au lieu du confort, sur le courage au lieu de la loyauté, sur l'amour qui signifie protection, pas complaisance. Voici mon histoire. Ce n'est pas celle que je voulais, ce n'est pas la vie que j'imaginais, mais elle est réelle, elle est à moi et à Sophie. Nous construisons quelque chose à partir des ruines, quelque chose d'honnête, quelque chose de bon. Et chaque nuit avant de dormir, je vais vérifier une dernière fois. Je la regarde respirer, paisible et en sécurité dans son lit. Espoir roulé en boule à ses pieds. Et je chuchote une promesse, que je la protégerai toujours, que je choisirai toujours la vérité, que je ne détournerai jamais le regard du mal, peu importe qui le commet, parce que c'est ce qu'est vraiment l'amour, pas une loyauté aveugle, pas des mensonges confortables, mais le courage de voir clairement. Et la force de faire ce qui est juste, même quand cela vous coûte tout ce que vous avez. Merci d'avoir écouté mon histoire, chers auditeurs. Je sais qu'elle était difficile à entendre, elle est encore difficile à vivre. Mais si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une personne à trouver le courage d'agir quand elle voit quelque chose de mal, alors peut-être que toute cette douleur a un sens. Peut-être que toute cette perte mène quelque part qui en vaut la peine. Abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy. Partagez cette histoire. Et souvenez-vous, la vérité vaut toujours le coup de la voir. Toujours. Peu importe quoi.